Alors, on a eu une première table ronde sur les données. Et évidemment, dès qu'on commence à parler de données, il est intéressant de s'intéresser à la manière dont ces données sont utilisées. Et ces données sont utilisées avec des algorithmes. Donc, évidemment, on va également s'intéresser aux algorithmes. Et en discutant avec les intervenants de la table ronde, on s'est rapidement rendu compte que, vu les participants à la table ronde, notamment les participants côté entreprise, ce serait intéressant de parler des algorithmes tarifaires. On a déjà parlé un petit peu dans la première table ronde des algorithmes de recommandation, avec le fameux exemple du costume. Quel costume nous allons recommander? Et là, maintenant, on va parler plutôt des algorithmes tarifaires, c'est-à-dire des algorithmes qui vont aider à fixer le prix des produits. Et vous allez voir que les enjeux concurrentiels sont finalement très différents. Premièrement, alors que dans la première table ronde, on a beaucoup parlé de données concernant les consommateurs ou les clients, là on va s'intéresser à des données qui concernent notamment les concurrents. Parce que le big data, c'est aussi ça, c'est aussi des données sur les concurrents. Et puis pendant la première table ronde, on a beaucoup parlé de barrières à l'entrée, de risques d'éviction, d'avantages pris par un opérateur sur un autre. Et là, vous allez voir que les enjeux concurrentiels, du moins les enjeux concurrentiels directs, sont un petit peu différents. Alors, je les mets d'emblée tout de suite sur la table, pour qu'on sache de quoi on aimerait parler pendant cette table ronde. Quand on parle d'algorithmes tarifaires, les enjeux concurrentiels sont de deux types. Le premier enjeu concurrentiel qui est souvent mentionné, ça va être la personnalisation tarifaire. Le fait que finalement, grâce aux data, les algorithmes tarifaires vont finalement faire des prix à la tête des clients. D'accord ? Quelqu'un qui est plus riche va peut-être payer plus cher, quelqu'un qui est plus pauvre paiera moins cher, quelqu'un qui fait beaucoup jouer la concurrence, on va lui faire payer un prix cher, quelqu'un qui la fait peu jouer, on va lui faire payer un prix moins élevé. Ou l'inverse d'ailleurs, mais bon, vous m'aurez compris. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est le risque que finalement, grâce à toute cette transparence sur les données, et notamment les données des concurrents, et notamment les prix des concurrents, c'est finalement qu'au fur et à mesure que les entreprises voient rapidement les prix des concurrents, c'est que finalement on arrive à beaucoup plus de transparence sur le marché, et donc à une concurrence qui soit moins forte en droit de la concurrence, en économie de la concurrence, on appelle ça le risque de collusion tacite. Alors j'ai mentionné les risques, mais évidemment quand on mentionne les risques, il faut aller au-delà, il faut se demander est-ce que ce risque finalement est réellement un risque? La personnalisation tarifaire, est-ce réellement négatif? Est-ce que ce risque existe réellement ou est-ce qu'on le surestime? Et puis après, on peut s'interroger finalement si ce risque existe ou s'il devait exister dans les années à venir, quels sont les outils? Alors pour aborder cette question, nous avons 5 intervenants. Alors du côté des praticiens, Georges Bory, fondateur d'Activiam, qui est un éditeur français de logiciels spécialisé dans l'aide à la décision, notamment en matière de tarification pour de grands distributeurs. Julien Lechat, qu'il faudrait désormais faire venir, directeur e-acquisition d'Air France. Et puis, à côté de ces 2 praticiens, 3 analystes, observateurs des évolutions des modèles d'affaires, des entreprises et de leur impact sur l'économie et de la société. Bruno Julien, qui arrive à point, professeur à la Toulouse School of Economics, directeur de recherche au CNRS. Nicolas Petit, bien connu du monde du droit de la concurrence, professeur de droit à l'Université de Liège. Et Dominique Cardon, professeur associé en sociologie au Media Lab de Sciences Po et par ailleurs auteur d'un livre au titre évocateur, « À quoi rêvent les algorithmes ?» Alors je ne suis pas certain qu'on arrivera à répondre à cette question-là, mais j'espère qu'on pourra répondre à d'autres. Et la première question à laquelle on souhaite répondre pour aborder les 2 enjeux concurrentiels que j'ai mentionnés, c'est comment les entreprises utilisent concrètement les algorithmes. Alors je vais commencer par me tourner vers M. Bory. J'ai toute une batterie de questions. Quels paramètres sont pris en compte par les algorithmes que vous concevez pour vos clients? Quels sont également les avantages de ces algorithmes pour les clients, pour la concurrence? Quelle est l'ampleur du recours à la personnalisation du prix? Comment est-ce que les algorithmes, selon votre perception ou ceux de vos clients, ont impacté le jeu concurrentiel? Parmi les différentes questions, il y en aura certainement d'autres. Je vous laisse la parole. Ok, merci. Donc, je vais parler de ce qu'on fait et de ce que font nos clients sans vraiment divulguer toutes leurs pratiques.
Et la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est pourquoi est-ce que les grandes enseignes de la distribution ont-elles besoin d'algorithmes pour tarifer leurs produits et pour fabriquer un catalogue cohérent. Alors, la raison primaire pour laquelle ils ont besoin d'algorithmes, pour résumer, c'est l'arrivée d'Amazon sur le marché français. Donc c'est ça qui a véritablement changé. Et l'arrivée d'Amazon, c'est l'arrivée du e-commerce. Et donc c'est l'arrivée d'une visibilité, d'abord d'un acteur très important, très sophistiqué, et du fait que les internautes, maintenant, peuvent avoir un accès très très facile, immédiat, sur leur smartphone, dans un magasin, chez eux, sur les prix, sur tous les prix, sur les prix des produits qu'ils veulent acheter. Donc, ça, c'est le premier aspect. La conséquence de cet accès à l'information, c'est que les acteurs réagissent beaucoup plus vite les uns aux autres. Ils s'observent, ils essayent de deviner les stratégies commerciales de leurs concurrents et donc réagissent en permanence, 24 heures sur 24. Et donc ça se traduit par ce qu'on appelle du dynamic pricing. Le dynamic, ce n'est pas forcément de la personnalisation, mais c'est le côté très segmenté, très rapide de la fabrication des prix. Et puis finalement, l'autre conséquence, pourquoi ont-elles besoin d'algorithmes? Pourquoi ne le font-ils pas à la main ou avec des technologies anciennes? C'est le fait que l'Internet permet l'augmentation énorme des catalogues de produits offerts par les grandes enseignes de la distribution. Pour reprendre Amazon, donc d'après ce que je comprends, ils ont commencé par les livres, ils vont aller sur la musique en ligne, aux États-Unis ils sont sur la nourriture. Donc un grand e-commerçant n'a aucune barrière pour augmenter la taille de ses catalogues. Et donc aujourd'hui, un petit catalogue, c'est 75 000 produits, un catalogue important, c'est 500 000 produits. Vous comprenez bien que si vous devez vous comparer à des concurrents, etc., c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire à la main, vous avez besoin de l'aide traditionnellement de l'informatique, des algorithmes. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Quelles sont les données? Alors, les données, la donnée la plus importante, c'est évidemment la donnée des concurrents. Donc, un retailer, une grande enseigne va avoir une demi-douzaine, une dizaine de concurrents et il va scruter en permanence ces données-là. L'autre donnée très importante qui vient du e-commerce, c'est qu'on a une visibilité très précise, très granulaire de la demande sur les produits. Donc on sait quels sont les produits qui sont visités par les internautes et ceux qui ne le sont pas. Donc on a une compréhension de la visibilité des produits. Avant, ça se faisait par panel, ça se faisait par sondage, ça se faisait... les vendeurs pouvaient dire quels étaient les produits vus et pas vus. Maintenant, c'est scientifique. Amazon, Darty, etc. savent exactement quels sont les produits vus, plus vus aujourd'hui par rapport à hier. Et évidemment, des données beaucoup plus traditionnelles qui étaient utilisées tout le temps dans la grande distribution. Donc forcément, les prix d'achat, qui sont un élément très important de la fabrication du prix. Et un élément un petit peu plus moderne, c'est qu'on a progressivement une vision temps réel des stocks. Donc les distributeurs savent ce qu'ils peuvent vendre et ce qu'ils peuvent ne pas vendre. Alors, avec ces données-là, quels sont les types d'algorithmes qu'on peut mettre en place? Donc, il y a les algorithmes... Assez curieusement, le métier s'est développé sur des algorithmes de type scientifique, s'appuyant sur les mathématiques, sur les statistiques. C'est les Américains qui ont développé ça en premier, donc c'est des logiciels black box. Et puis... donc moderne, mais le problème de ces produits, c'est comme tous les produits prédictifs, c'est qu'ils ont un taux d'erreur significatif. Alors quand vous poussez une publicité fausse à quelqu'un, vous posez de l'Adidas à quelqu'un qui ne fait pas de sport, pas très grave, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Si vous proposez un prix très très élevé sur un de vos produits, vous allez perdre un client et vous n'allez jamais pouvoir le retrouver. Donc, il ne faut pas se tromper. Et évidemment, si vous vendez un produit beaucoup trop bon marché, vous allez perdre de l'argent. Donc, les grands retailers se sont tournés vers des outils qui permettent d'automatiser le mode de pensée des humains. Donc, c'est ce qu'on appelle des moteurs de règles. Donc, on s'appuie sur des stratégies marketing que l'on traduit par des règles. Et ces règles sont ensuite industrialisées 24 heures sur 24 en temps réel sur les systèmes. Alors, quel est le sujet qu'est-ce qu'on est? C'est donc un logiciel d'optimisation. Donc, c'est quoi les contraintes d'optimisation? Là, tous les retailers vous diront que leur arbitrage, c'est
d'un côté, gérer une image prix, donc être compétitif, être perçu comme bon marché, être perçu comme attractif, et en même temps protéger les marges. Donc ces logiciels-là essayent de résoudre ces deux problèmes. Donc il y a un point précis dans la gestion de l'image prix, évidemment, c'est la segmentation. C'est-à-dire qu'on essaye de gérer l'image prix non pas de manière globale, mais de manière relativement différenciée. Et quand on parle segmentation, on se rapproche du sujet personnalisation. Donc la segmentation dans la grande distribution se fait de différentes manières. Est-ce qu'elle se fait par un prix à la tête du client? Alors évidemment, la technologie est là. Donc, de la même manière que l'on peut pousser une publicité, on peut dire vous voulez de l'Adidas, moi je sais que votre père gagne très bien sa vie, je vais vous faire une Adidas très chère, et à quelqu'un d'autre, je vais lui dire non, je vais vous faire une Adidas moins chère. Honnêtement, aussi simplement que ça ne se pratique pas. Nous, on ne le fabrique pas, et aucun de nos clients ne nous a jamais demandé ça. Par contre, vous avez des formes plus sophistiquées de segmentation, donc évidemment les promotions. Quand vous envoyez des mailings de promotion, vous avez envie d'envoyer des mailings de promotion à des gens qui vont être sensibles à une baisse de prix, et peut-être pas à des gens qui ne vont pas être sensibles à une baisse de prix. Là, vous allez vous appuyer sur les mécanismes de segmentation, et puis vous allez segmenter votre clientèle, par exemple, faire des offres particulières à des gens qui ont des cartes de fidélité, faire des offres particulières à des gens qui ont des cartes de fidélité qui vous donnent la livraison gratuite. Vous allez vouloir faire des offres particulières en fonction de la géolocalisation. Donc si par exemple vous dites à quelqu'un « Ah, vous allez aller chercher votre perceuse en Alsace ou à Neuilly, peut-être vous n'allez pas avoir le même prix sur la perceuse en Alsace ou la perceuse à Neuilly. » puisqu'il y a une livraison en magasin et que les prix sont différents par magasin. Donc il y a énormément de formes de segmentation très sophistiquées qui sont faites dans les logiciels de pricing. On ne calcule pas un prix, on calcule des prix par segment, chaque segment correspondant par exemple à différentes enseignes que la marque, que le distributeur multi-enseigne a dans son portefeuille. Vous allez avoir des marques de déstockage, des marques de premier prix, des marques premium, et vous allez quand même centraliser le prix et faire des prix différents. Donc c'est à ça que servent les algorithmes, segmenter, projeter une image prix, donc c'est une démarche marketing, et préserver ses marges. Quels sont les avantages de ces algorithmes? Alors, l'avantage premier, c'est la productivité, donc la productivité des retailers. Donc ça va leur permettre, comme je disais en introduction, de pouvoir gérer des énormes catalogues. Donc d'une part, il faut qu'ils mettent en place une logistique pour pouvoir livrer et acheter ces produits, mais il faut aussi avoir une démarche marketing qui permet de gérer des catalogues qui dépassent ce que l'on peut faire de manière manuelle. Et donc, il me semble que l'augmentation de la concurrence qui vient du fait que chaque distributeur va aller sur le marché de ses concurrents, que Amazon va aller dans la nourriture, que Casino va vendre des meubles via sa filiale Cdiscount, etc., est un mécanisme extrêmement dynamique qui intensifie la concurrence. Et de l'autre côté, les fabricants, évidemment, qui étaient très souvent réduits à un certain nombre de canaux de distribution très réduits, aujourd'hui se retrouvent avec une véritable diversité d'enseignes grâce à ces algorithmes. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va rester sur la sphère entreprise pour continuer d'approfondir la manière dont les entreprises utilisent les algorithmes tarifaires, et notamment est-ce qu'elles regardent les prix des concurrents, de quelle manière, à quoi ça leur sert, est-ce que c'est bon ou pas pour le consommateur, et puis quelle est l'ampleur de cette pratique dont on entend souvent parler, notamment en matière de transport, c'est-à-dire cette pratique de personnalisation des prix. Est-elle si développée que cela, sinon pourquoi, et à quoi sert-elle? Monsieur Lechat, je vous laisse la parole. Merci. Alors, le point de départ pour nous, il est un peu le même que celui de Georges. C'est on a à produire un nombre de prix qui est très important, puisque les prix pour un billet d'avion, ils sont déterminés à un niveau origine-destination. On fait un prix pour un vol Paris-Tokyo, mais on fait aussi un prix pour une correspondance Toulouse-Paris-Tokyo, Madrid-Paris-Tokyo. Donc, avec 320 destinations Air France, si on fait la combinatoire, on est déjà à 100 000 origines-destinations pour lesquelles il faut produire un prix. À côté de ça, alors c'est pas très moderne et c'est pas très nouveau, mais le transport aérien, il y a 30 ans de cela, a inventé ce qu'on appelle le yield management, et l'idée de dire que
même pour un même vol, pour un même produit, on n'aura pas toujours le même prix. Alors ça part d'une situation du transport aérien où il y a des capacités qui sont relativement fixes. J'ai le même nombre d'avions aujourd'hui que ce que j'en aurai demain, et une demande qui est par contre très variable. Il y a plus de gens qui veulent voyager le 15 août que le 24 novembre. Et on top of that, une variabilité des coûts qui est relativement faible. J'ai beaucoup de coûts fixes, j'ai mes avions, mes personnels, et donc du coup, je ferai voler à peu près la même capacité tous les jours. Donc sur la base de ça, comme on ne pouvait pas vraiment faire varier l'offre, on a fait varier plus le tarif pour s'adapter à la variabilité de la demande. Donc ça date des années 80. Ça s'est traduit donc par des tarifs qui varient au jour le jour en fonction des périodes. Ça s'est traduit aussi par des segmentations un peu comme dans le retail, c'est-à-dire qu'au-delà d'un vol, on va peut-être avoir un tarif différent pour quelqu'un qui voudra un billet modifiable ou quelqu'un qui accepte d'avoir un billet qui n'est pas modifiable. On va peut-être avoir un tarif différent pour quelqu'un qui passerait la nuit du samedi au dimanche comparé à quelqu'un qui fera un aller-retour journée. Alors, c'est pas parce qu'on a des accords avec les hôteliers ou je ne sais quoi, c'est plus que c'est une façon de segmenter la clientèle. Quelqu'un qui passe la nuit du samedi au dimanche sur place, c'est a priori qu'il y va pour loisir, il va y passer le week-end. Quelqu'un qui fait l'aller-retour journée à Francfort, c'est quand même souvent pour son business. J'ai rien contre Francfort et nos amis allemands qui étaient là tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la donnée de base. Alors finalement, qu'est-ce que... Et évidemment, donc, il y a eu beaucoup de data et d'algorithmes là-dessus qui se basent, sur l'historique de voyage de compagnies. On sait d'expérience que tel vol, telle destination, telle période est plus ou moins demandée. Donc derrière ces statistiques, il y a des algorithmes qui essayent de maximiser l'espérance de recettes en fonction de ces données. Il y a aussi beaucoup d'humains à rajouter là-dessus parce que hier ne ressemble pas à demain et on le voit notamment, le transport aérien est très sensible à tous les événements géopolitiques qui arrivent. Vous savez bien qu'après le 11 septembre, les statistiques de demande n'étaient pas les mêmes qu'avant. Après le 13 novembre 2015, pareil, l'attractivité de Paris comme destination, c'était pas la même qu'avant. Donc malheureusement, peut-être pour nous, les statistiques sont une base, mais on a énormément à ajuster ça en fonction de tout un tas d'événements qui impactent notre demande. Et puis évidemment, on prend aussi en compte ce qui se passe sur la concurrence pour être en accord relatif avec ce qui se fait. Alors là aussi, la concurrence, elle est très multiple et plus importante qu'on peut le penser. Si on regarde entre Paris et New York, alors effectivement, il y a déjà 5 ou 6 compagnies qui desservent Paris et New York en direct. Mais j'ai aussi la possibilité de Paris à New York en passant par Londres, en passant par Francfort, en passant par Rome. Donc voilà, il y a une infinité de concurrents potentiels. Et du coup, évidemment, là aussi, on a besoin d'industrialiser la surveillance des tarifs offerts par les concurrents et d'automatiser tout ça. Alors, pareil, il y a aussi un peu d'intelligence humaine mise pour savoir, je vois qu'il y a plein de concurrents qui font plein de tarifs différents, mais je ne vais pas forcément faire exactement la même chose que ce qu'ils font. Voilà, donc tout ça n'est finalement pas très nouveau pour nous, puisque même si ça c'est beaucoup sophistiqué, ça a 30 ans. Qu'est-ce qui est nouveau avec le e-commerce, avec la donnée personnelle ? Je pense que c'est déjà beaucoup, alors on a parlé très bien d'ailleurs avant dans la table ronde précédente, c'est plus proposer le bon produit au bon client au bon moment, etc. Plus personnaliser ce qu'on va proposer au client et l'offre qui lui correspond. Alors, au risque d'être déceptif, la personnalisation du prix, c'est pas encore quelque chose qui existe vraiment ou alors qui est très faible. Je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur l'IP tracking des compagnies aériennes. J'ai toujours des gens qui me disent « Je suis allé voir 3 fois un vol sur ton site, la 3e fois il était plus cher, je suis sûr que tu as vu ça et du coup tu as augmenté le prix parce que tu as vu que ce vol m'intéressait. » C'est peut-être pas très technologique, mais on ne le fait pas, ni nous, ni je pense peu d'acteurs. Et d'ailleurs, la pratique du e-commerce, dans ce cas-là, c'est plutôt l'inverse. Quelqu'un qui vient 3 fois et qui n'achète pas, on va plutôt lui envoyer un petit coupon de réduction pour le décider. Donc voilà. On le fait. Alors, on le fait pas, ou on fait peu ou quasiment pas. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà un produit qui est suffisamment complexe comme ça. Les gens ont déjà suffisamment de mal à s'y retrouver dans les tarifs des compagnies aériennes pour pas en rajouter une surcouche. 2, il y a une question de légalité. Alors, on aura des acteurs qui en parleront mieux que moi tout à l'heure. 3, il y a une question d'acceptabilité client. Est-ce que vraiment le client, même s'il est déjà persuadé qu'on le fait, a envie qu'on fasse un meilleur prix à son petit copain qu'à lui ?
Et 4, il y a aussi une question de faisabilité. Finalement, donc effectivement, en ligne, on a la possibilité d'avoir des informations sur un client qui pourrait nous laisser à penser que lui, on pourrait le faire peut-être payer plus cher que l'autre. Bon, après, il y a toujours la possibilité d'être anonyme, que ce soit en ligne ou sur un vendeur physique, par téléphone, dans une agence. Donc, si vraiment on mettait des prix plus élevés à la tête du client, il y aura toujours une façon de contourner ça. Donc, tout ce qu'on peut imaginer faire, c'est faire des réductions qui ne seraient peut-être pas les mêmes pour tout le monde. C'est ce qu'on fait, mais de façon très minime à ce stade. Par exemple, c'est votre anniversaire. Aujourd'hui, vous recevrez un email qui vous dit « Joyeux anniversaire » et allez, on vous donne 30 € de réduction pour acheter votre billet. Ou alors, vous étiez un client très fidèle et puis depuis un an, vous ne voulez plus avec nous. On va peut-être vous envoyer un petit coupon de réduction pour vous inciter à redécouvrir notre offre. Mais voilà, je dirais à ce stade, c'est très limité et peut-être amené à se développer, mais on voit quand même beaucoup de défis et de challenges pour le faire. Monsieur Le Chat, je crois que vous avez tout de suite une question de la présidente de l'autorité. J'avais une petite question ensuite sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça fait quand même l'objet de beaucoup de commentaires, cette idée qu'en revenant sur le site, alors on parle des billets d'avion qui, quand on y revient 2-3 fois dans la même soirée, voient leur prix monter. Alors c'est quelque chose qu'on voit aussi parfois dans les réservations hôtelières. Donc, alors est-ce que c'est une légende urbaine que les consommateurs s'intoxiquent et voient des choses qui n'existent pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater sur le marché de la part d'autres concurrents, puisque vous nous indiquez qu'en tout cas, ce n'est pas une pratique d'Air France? Donc, ça, première question. Et deuxième question, par rapport à la question qui était celle d'Étienne Pfister, qui était celle de la personnalisation du prix, donc ce que vous avez indiqué sur le yield management et les capacités, ça c'est quelque chose qui n'est pas lié au consommateur individuel. Est-ce que pour autant, un client d'Air France qui a un certain profil que vous connaissez par sa carte de fidélité, par le fait qu'il a plutôt un profil business ou tourisme, est-ce que quand même vous ne serez pas tenté de lui dire quand il me demande un prix pour un voyage, je vais peut-être commencer à lui donner un prix plus intéressant pour moi, alors que si je sais que c'est un touriste qui prend toujours mes prix promotionnels, je vais peut-être lui faire une offre d'entrée de jeu moins intéressante, enfin plus intéressante plutôt. Donc sur le premier, effectivement, les gens qui constatent ça, ils ne rêvent pas. Effectivement, ça nous est tous arrivé de regarder un prix pour un billet d'avion, de réfléchir un peu et de revenir et de dire, il a augmenté. Donc c'est une réalité, mais c'est pas lié au fait qu'on a vu que vous êtes venu, c'est lié au fait que c'est une conséquence du yield management où effectivement on va avoir des prix qui varient et la tendance en général, c'est que plus on est loin du départ, plus le prix est abordable parce que l'avion est vide, donc on va remplir ce qu'on va appeler le fond de cabine avec des tarifs moins chers. Et puis plus l'avion se remplit, plus, comme dans des situations où on n'aura pas de la place pour tous les gens qui voudraient prendre ce vol, effectivement, la compagnie va être tentée d'augmenter un peu les prix. Et quitte à pas prendre tout le monde, autant prendre ceux qui paieront un peu plus que les autres. Donc dit comme ça peut sembler très méchant. Après, le yield management, je pense qu'il a un bénéfice aussi pour le consommateur. Sans yield management, tous les sièges d'un avion seraient vendus à 100, qui qu'on soit, et que ce soit la veille du départ ou 300 jours avant. Grâce au yield management, il y a des tarifs qui vont être vendus à 50 et d'autres à 150. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'on s'y prend tôt, pas qui on est justement, mais quel type de voyage on fait. Et ça, le bénéfice consommateur, c'est que quelqu'un qui a un peu de flexibilité sur les dates, qui s'y prend assez tôt, qui n'a pas forcément envie de changer son billet ou quoi que ce soit, lui pourra obtenir un billet moins cher. Quelqu'un qui est moins sensible au prix et qui a un impératif de prendre un vol du jour au lendemain qui soit changeable avec exactement cet horaire ou un autre, paiera plus cher. Mais voilà, je pense qu'il y a un bénéfice pour le consommateur qui est au moins pour celui qui est sensible au prix. Donc voilà, c'est ça qui fait que le tarif varie et vraiment, ni nous, ni je pense vraiment pas grand monde s'amuse à le faire. Encore une fois, je vous dis, on le fait pas, mais on envisage de le faire. C'est plutôt de dire quelqu'un qui revient plusieurs fois, allez, on va plutôt le pousser à lui donner une réduction pour le décider, parce que c'est très bien que on est dans un environnement très concurrentiel. La personne qui revient plusieurs fois chez nous, on se doute qu'entre-temps, elle est aussi allée voir plein de choses ailleurs. Donc voilà, ça, je pense que ça sera pas une pratique. La deuxième question, excusez-moi, c'était... La différenciation des prix selon le profil du client. Oui, alors, d'un point de vue, effectivement, purement producteur, on pourrait se dire, oui, lui, je le connais bien, je vois qu'il achète souvent des tarifs très élevés, sûrement qu'il
pas très sensible au prix, allez, je peux me permettre de lui mettre une petite louche. Encore une fois, voilà, je sais même pas, honnêtement, on s'est tellement peu posé la question que je sais pas vous dire si c'est légal, mais encore une fois, des gens le diront mieux que nous. C'est très compliqué à faire, et encore une fois, le client a la possibilité d'être anonyme, c'est-à-dire il peut faire une navigation privée, il peut appeler avec un numéro masqué le call center, il peut aller dans n'importe quelle agence de voyage. Donc, si vraiment on a cette tentation-là, bah voilà, il pourra la contourner. Et je dirais encore pire, le site, si on parle d'Internet, le site de la compagnie pourrait envisager de le faire, mais des vendeurs en ligne, donc comme Opodo, eDream, Expedia, auront probablement pas cette information, et donc ils proposeront un tarif moins cher que nous. Il y a d'ailleurs il y a beaucoup d'outils en ligne qui permettent de comparer les tarifs, donc vous allez sur des comparateurs de prix, et voilà, vous voyez l'intégralité des tarifs de tous les concurrents. Donc si on s'amuse à dire oulala, lui, je vais en mettre un peu plus, il y a plus un risque pour nous que vraiment un attrait. Merci Monsieur Le Chat. Pardon. On a compris la finalité de la réponse. J'ai vu quelques mots un petit peu sceptiques dans l'audience. La question de la personnalisation des prix a été pas mal étudiée par différentes institutions, la DGCCRF notamment. Et c'est vrai que fréquemment, on s'aperçoit que c'est un phénomène plutôt rare. Alors après, il faut s'interroger peut-être sur les évolutions dans le temps, sur la manière de mesurer. Mais voilà, ce n'est pas non plus un phénomène aussi répandu, même si, et c'est important de le souligner, hein, les techniques existent dans une certaine mesure, et on a la fameuse petite louche, entre guillemets, dont Monsieur Le Chat a parlé tout à l'heure. Alors, il y a deux choses intéressantes, je trouve, dans tout ce qui vient d'être dit. La première chose, c'est qu'on a vu un petit peu les gains des algorithmes. Hein, le fait que, attendez, ça va permettre à des opérateurs de proposer énormément de produits, beaucoup plus facilement qu'avant, puisqu'ils arrivent à mieux définir les prix de ces produits. Ça va permettre de nouvelles entrées, par exemple, à des opérateurs pour qui sinon ça aurait été plus coûteux. Premier élément. Puis deuxième élément, on a vu que les deux phénomènes dont je parlais tout à l'heure, les concurrents qui surveillent leurs prix respectifs, d'une part, et puis la personnalisation des prix, ou la petite louche qui a été mentionnée par Monsieur Le Chat, c'est des phénomènes qui existent dans une mesure plutôt importante pour la surveillance des prix, un petit peu plus faible pour la différenciation tarifaire. Et on peut s'interroger, et je vais me tourner vers l'économiste, est-ce que ces deux risques sont compatibles? Si j'ai des prix différents partout, est-ce que j'ai un risque de collusion tacite? Ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça va faire échouer la collusion? Donc sur ces deux risques, l'avis de l'économiste Bruno Julien, sur les deux risques, personnalisation tarifaire et puis risque de collusion tacite. Merci. Je reviendrai sur ce point à la fin, sur la personnalisation et collusion. J'ai parlé de deux choses, la personnalisation des prix d'abord, et l'autre sujet qui maintenant devient le sujet à la mode, c'est la collusion entre algorithmes. Je ne suis pas spécialiste des algorithmes, donc je ne vous dirai rien là-dessus, mais je connais bien l'économie de ces problèmes, donc on parlera de ça. Bon, d'abord, quelques mots sur la personnalisation. Comme ça a été dit, on n'en voit pas beaucoup de personnalisation des prix sur la base des préférences inférées au travers du big data ou de connaissances explicites des préférences. En même temps, on en voit. En Angleterre, on en a vu pour l'assurance, mais l'assurance est un cas très particulier parce que c'est un domaine où le coût du service dépend des caractéristiques de l'individu. Donc il y a une tendance naturelle, évidemment, à personnaliser des prix quand vous faites de l'assurance, qu'il n'y a pas dans ce qu'on vendait des vidéos, le coût de la vidéo est le même qu'il soit consomme. Il y a eu des discounts personnalisés quand même, ça se fait. Il y a Groupon, ça fait, je pense. On a vu des discriminations comportementales qui vont dans les deux sens, c'est-à-dire que des clients fidèles, par exemple, pouvaient avoir des prix plus bas, mais il y a aussi des cas où les clients fidèles font des prix plus élevés. Donc une fois que vous avez révélé que vous n'avez pas d'alternative, on monte le prix. C'est pas toujours mauvais parce que ce qu'on observe dans ces cas-là, c'est que la concurrence pour l'acquisition des clients est très vive. Donc au début, on vous fait beaucoup de cadeaux, on vous attire, on propose des prix très bas, et après les prix montent. Le bilan concurrentiel est un peu complexe à faire dans ces cas-là. Mais bon, donc c'est des choses qu'on observe. On a observé de la discrimination sur la base du terminal ou la géolocalisation. Il y a le géoblocking aussi, qui est une forme de discrimination. Donc il y a des discriminations, mais qui relèvent plus de la segmentation là, que de la personnalisation. Après, mettre 3 points sur la personnalisation. Du point de vue économique, alors je me restreint à l'économie, ça n'est pas nécessairement mauvais. Les économistes sont assez neutres vis-à-vis de la personnalisation des prix.
Il y a des gens qui vont payer plus cher, il y a des gens qui vont payer moins cher. D'accord ? Donc vous avez deux aspects qui sont positifs, qui est que ceux qui payent moins cher achètent un produit qu'ils n'auraient pas acheté autrement. Donc la personnalisation vous permet de vendre à des gens qui n'auraient pas acheté le produit avant. Évidemment, la contrepartie, c'est que les gens qui auraient acheté le produit vont payer plus cher. Et le second, c'est qu'il y a un aspect redistributif qui ne relève pas généralement de l'antitrust, mais qui est important. Et en fonction de qui paye plus cher et qui paye moins cher, on va avoir une opinion différente. Personne ne s'offusque que les étudiants ont un tarif réduit pour les cinémas. C'est normal. C'est une forme de discrimination. Selon la catégorie, si c'est des personnes fragiles qui sont exploitées en leur chargeant des prix plus élevés, évidemment, on ne va pas avoir la même réaction que si c'est des cadres sup sophistiqués qui ont une volonté à payer plus élevée, qui en chargent des prix plus élevés. Donc ça, c'est un point qui est un peu à côté de l'économie, mais qui est un point important, c'est que la réaction en fait de la société face à une discrimination va dépendre de la nature de la discrimination. Le second point, c'est que la personnalisation, avant tout, ça permet aux entreprises de personnaliser les services. Et donc ça permet de fournir des services de meilleure qualité à tout le monde. Chacun va avoir une offre personnalisée. On en a parlé pour la publicité. Vous avez des publicités qui sont mieux ciblées pour vous, mais les offres de produits vont être mieux ciblées. Et c'est très difficile de séparer en fait ce qui est personnalisation du service et de la discrimination par les prix. Donc une façon indirecte de faire payer des prix différents aux gens, c'est quand vous allez sur Amazon, Amazon s'engage à ne pas faire de discrimination par les prix. Par contre, les produits qu'ils vous montrent ne sont pas les mêmes. Donc le produit qui est mis en tête de page par Amazon dépend des caractéristiques. C'est pour votre bien, évidemment. C'est pour vous cibler avec le meilleur produit au niveau individuel, mais le prix va être aussi affecté par ça. Donc il y a une équation dans le classement qui est fait des produits qui inclut le prix. Non. Alors pour revenir sur pourquoi on n'en observe pas beaucoup. Bon, en tout cas, ça c'est une opinion, mais il y a deux raisons. D'abord, les consommateurs, s'ils se rendent compte qu'il y a de la personnalisation de prix, peuvent se protéger. Et ça peut être très mauvais pour les entreprises. Si vous faites de la publicité ciblée, vous avez besoin de l'information sur les consommateurs, vous ne voulez pas que les consommateurs la cachent. Alors, si vous commencez à personnaliser les prix et que les consommateurs se cachent systématiquement, vous perdez cette information que vous valorisez par ailleurs. Donc la réaction des consommateurs peut être un frein. Alors, est-ce qu'elle est importante ou pas? Je ne sais pas, ça dépend de la rationalité des consommateurs. Ils peuvent optimiser, comme ça a été dit, ils peuvent appeler au Podo, appeler le call center, trouver le canal qui fournit le meilleur prix. Et l'autre aussi, c'est que, alors, une petite histoire, Amazon, en 2000, a personnalisé des prix. Et des gens s'en sont rendus compte. Et ça a fait un tollé aux États-Unis. D'accord ? Au point qu'Amazon a remboursé ceux qui avaient surpayé le produit. Et depuis, s'est engagé à ne jamais personnaliser un prix. D'accord ? Et parce que sur Internet, quand même, la confiance, c'est un outil majeur. C'est essentiel. Ça a été dit dans la première table ronde. La confiance des consommateurs est essentielle. Internet, c'est ce qu'on appelle un bien d'expérience. Quand vous allez sur Internet, vous ne voyez jamais vraiment le produit que vous achetez. Vous voyez une page web. Et donc, la confiance est essentielle. Et perdre la confiance des consommateurs, c'est pour une entreprise une des pires choses qui puissent lui arriver. Et donc, si les consommateurs perçoivent la personnalisation des prix comme quelque chose de non éthique ou d'injuste, vous pouvez perdre tous vos consommateurs, quelque part, y compris ceux qui en bénéficient. Simplement par une association entre un comportement non éthique et d'autres comportements non éthiques que la plateforme pourra avoir, respect de la vie privée, un service juste. Bon, juste pour terminer, c'est un point qu'on ne discute pas trop, mais qui va se poser dans les années à venir et qui va être assez délicat sur ce sujet, c'est qu'on a des droits fondamentaux. En particulier, on n'a pas le droit de discriminer en fonction du sexe, de la race, de la couleur, des choses comme ça. Si on commence à personnaliser les prix au travers du big data, les algorithmes vont capturer toutes ces différences. Donc on va de facto finir avec des prix qui sont personnalisés
en fonction de critères que l'on considère comme étant interdits. D'accord ? Alors, comment on peut traiter ça ? J'en ai aucune idée. Aucune idée parce qu'il n'y a pas du tout de prise en compte en fait de sexe, par exemple, de la personne dans l'algorithme. Il y a juste ses comportements, mais il se trouve que les comportements permettent de distinguer les algorithmes. Il y avait cette histoire aux États-Unis, il y a eu un... Bon, je ne vais pas perdre de temps, je vous la raconterai plus tard. Ok, bon, j'ai appris trop de temps sur la personnalisation, je vais parler un peu de second sujet. Donc, en 2016, Stuck et Ezraki, deux juristes, ont affolé tout le monde en écrivant un livre disant que le fait qu'on utilise des algorithmes de prix va résulter dans la collusion généralisée dans l'ensemble des secteurs de l'industrie. Et il y a tout un livre qui développe cette thèse. Donc la question se pose, est-ce qu'on a la crainte que les algorithmes vont générer plus de collusion ? Alors, première chose, les algorithmes sont utilisés de plus en plus par les entreprises. Il y a une enquête de la Commission européenne l'an dernier sur le e-commerce qui montre que dans le e-commerce, c'est généralisé. Les firmes observent les prix des autres, elles le suivent, elles s'ajustent, elles ont des algorithmes adaptatifs qui s'ajustent. Alors, la crainte, c'est que ces algorithmes arrivent à ce qu'on appelle la collusion tacite. Alors, qu'est-ce que la collusion tacite ? C'est quelque chose qui existe déjà, qui est bien connu. Ce sont des situations dans lesquelles, sans se concerter, les entreprises arrivent à une compréhension mutuelle qu'il faut charger des prix élevés, parce que si l'une d'entre elles déviait de cette situation, cela induirait des punitions sous forme de guerre de prix. Alors, il n'y a pas besoin de se parler, il n'y a pas besoin de communiquer, il n'y a pas besoin de... Alors, la théorie des jeux a bien modélisé ça, donc on comprend bien les mécanismes qui peuvent soutenir une situation de ce type, on comprend très mal les mécanismes qui peuvent l'amener. On sait très mal quand est-ce que l'on peut le prédire ou pas. Alors, si vous lisez Stuck et Ezraki, ils vont vous sortir un certain nombre d'arguments en disant il est bien connu en économie que la transparence facilite la collusion. Il est bien connu en économie que la réactivité facilite la collusion. Alors, ce qu'ils oublient de dire, c'est que la transparence facilite la concurrence et que la réactivité facilite la concurrence. On a une difficulté fondamentale en économie, c'est qu'on ne peut pas prédire le comportement précisément le comportement des entreprises, et les facteurs qui favorisent en fait ou qui rendent la collusion plus facile sont aussi les mêmes facteurs qui rendent la concurrence plus efficace. Donc on ne sait pas. À la fin, ça devient une question empirique. Et les évidences empiriques sont ambiguës. On a regardé sur les données, dans les laboratoires, des fois ça converge vers la collusion, des fois ça converge vers la concurrence. Donc la question, ce n'est pas tellement est-ce que les algorithmes vont faire de la collusion, c'est est-ce qu'ils vont en faire plus que les humains. Maintenant, il y a quelques travaux là-dessus. Le premier travail très connu, c'est un jeune de Princeton qui s'appelle Salcedo qui a essayé de construire un scénario dans lequel les algorithmes vont faire de la collusion. Et lui conclut qu'il y aura de la collusion partout, parce que c'est assez facile de manipuler un algorithme en fait, pour induire de la collusion si les autres sont d'accord pour faire la même chose, quelque part. Et que tout le monde a intérêt, quand on a des algorithmes dans son monde, à construire des algorithmes qui se parlent et qui vont mettre en place la collusion. Et depuis, on a une lecture un peu différente de cet article. Les conditions pour arriver à avoir de la collusion entre algorithmes sont très très fortes. Vous devez être capable de décoder ce que fait l'autre algorithme. Donc vous devez être capable de lire l'algorithme. Vous ne pouvez pas lire l'algorithme de votre concurrent, vous ne pouvez pas le manipuler, en tout cas dans son approche. Deuxièmement, il faut une intervention humaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de mettre dans l'algorithme des codes qui poussent à la collusion. Et ça, c'est détectable, normalement. Donc, ce n'est pas très clair. Les évidences empiriques, alors on en a plein, mais pas sur les bons algorithmes. Les économistes ont travaillé sur cette question pour longtemps, mais le problème, c'est que les algorithmes qu'on utilisait étaient trop simples par rapport à ce qui est fait maintenant. Et les résultats sont à nouveau ambigus. Par exemple,
Il y a un très vieil article qui montrait que si on a de la concurrence en prix entre des entreprises qui vendent des produits concurrents, d'accord, et que vous faites un algorithme adaptatif, donc qui regarde le passé, qui s'adapte, ben vous allez converger vers la concurrence. Il y a un travail plus récent qui montre que si vous faites la concurrence en cournot, c'est la concurrence en quantité, les firmes choisissent quelle quantité elles mettent sur le marché. Dans ce cas-là, des algorithmes sophistiqués peuvent arriver à faire de la collusion. Donc, et pour conclure, je vais mentionner les effets contraires. Donc, on a vu que c'est la transparence qui va générer de la collusion dans les scénarios qui sont mis en avant par Stuck et Zraki. Il y a 3 autres facteurs qui vont jouer à l'inverse. Le premier, c'est celui qui a été mentionné, c'est la personnalisation des prix. C'est extrêmement compliqué de faire de la collusion avec un acteur qui fixe un prix par client. Si vous avez 100 000 prix, tous individualisés et vous ne savez pas comment, ça va être assez compliqué pour les algorithmes sans intervention humaine de se coordonner. La seconde, c'est qu'on sait que pour se coordonner, il faut des prix réactifs, mais pas trop variables dans le temps. Or, ces algorithmes induisent des mouvements de prix perpétuels, donc c'est assez difficile de suivre ces mouvements de prix perpétuels. Donc ça va être difficile. Et le troisième, c'est que les consommateurs utilisent aussi des algorithmes. Et donc, ils peuvent se défendre, ils peuvent prendre des comparateurs de prix, ils peuvent faire jouer la concurrence. Et donc, ça, c'est un facteur qui va plutôt pousser à la concurrence. Donc, si on prend tout ça, je ne suis pas certain que le risque soit plus élevé. Alors, pour conclure, il y a un très bon article d'un économiste américain qui s'appelle Harrington, qui lui dit la chose inverse. Il dit, mais vous savez, la collusion tacite, elle a toujours existé, c'est les humains qui la font, c'est des managers, et la raison pour laquelle les autorités de la concurrence ne peuvent pas l'attraper, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans la tête des managers. Donc, les autorités de la concurrence, en matière de collusion, s'appuient sur des preuves matérielles de collusion, c'est-à-dire des communications, des meetings, des rendez-vous, des échanges d'informations entre les entreprises. Les autorités savent très bien qu'il y a d'autres cas où la collusion est tacite, mais ils ne peuvent rien faire, quelque part. Là, si les algorithmes colludent, on peut faire quelque chose. On peut prendre des algorithmes, on les décode, ils sont là. On peut les lire. On peut demander aux entreprises de fournir les algorithmes. D'accord ? Donc il y a peut-être tout un champ à ouvrir maintenant pour savoir quel type d'algorithme est légal et quel type d'algorithme tomberait sous le coup en fait, de l'antitrust, ou des choses comme ça. Merci beaucoup Bruno Julien pour avoir comme ça aussi rapidement, aussi synthétiquement et aussi clairement résumé finalement là où on en est au stade de la recherche économique sur les algorithmes. Et on en arrive petit à petit aux outils possibles du droit de la concurrence, si jamais ces risques dont on parle souvent mais qui se matérialisent pour le moment relativement peu, si jamais ces risques devaient s'avérer, quels outils le droit de la concurrence peut-il mobiliser ? Et donc, je me tourne vers le juriste de notre panel, Nicolas Petit, qui, comme tout bon juriste, s'intéresse aussi à l'économie. Donc, il souhaitera peut-être rebondir sur ce qu'a dit Bruno Julien. Oui, merci Étienne. Merci d'abord à l'autorité de la concurrence et à sa présidente pour leur aimable invitation. J'ai réalisé en vous écoutant que cette conférence avait peut-être été l'occasion d'une expérience naturelle, puisque Thalys a dû pricer des billets Bruxelles-Paris aller-retour pour la journée, et dont le client était l'autorité de la concurrence, et dont certains passagers étaient les membres de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Je serais curieux de savoir si effectivement du pricing personnalisé a été appliqué, puisque moi je ne suis pas fonctionnaire d'une autorité de concurrence, et le cas échéant, peut-être que des divergences de tarifs pourraient être observées. Voilà, alors dans le court délai qui m'est imparti, je voudrais effectivement parler de droit. Je me suis beaucoup intéressé aux questions, disons, d'économie, mais il y a des questions juridiques à explorer si, et seulement si, les conjectures qui sont avancées par les marchands d'Apocalypse de la politique de concurrence se réalisent dans les années qui viennent, ce qui dépend de pas mal de considérations technologiques, économiques, sociales, politiques et autres. Donc on a essentiellement deux problèmes. Le problème de la collusion tacite algorithmique, d'une part, et le problème de la discrimination tarifaire presque parfaite, comme il l'appelle quasi-perfect price discrimination. Alors, je voudrais m'intéresser à la question des bases juridiques. Est-ce qu'on a, en droit de la concurrence,
l'outillage juridique qui permet de répondre à ces nouvelles formes, nous dit-on, de pratiques anticoncurrentielles. Alors commençons par la collusion tacite. Que peut y faire le droit de la concurrence? Bon, assez naturellement, on est conduit à regarder, disons, l'article 101 ou son équivalent national. Et ici, on a deux obstacles. Comme chacun le sait, l'article 101 demande l'existence, la preuve d'une concordance de volonté, d'un concours de volonté, d'une volonté commune, on lit parfois. Et ce point qui est important, si vous voulez, qu'on considère que la collusion, c'est essentiellement un processus. À une extrémité, ça peut être une négociation qui conduit à la conclusion d'un accord qu'on ne peut pas prouver parce qu'il est détruit, mais c'est une forme de négociation. À l'autre extrémité, c'est un jeu de signaux plus ou moins unilatéraux qui crée une forme de confiance commune, comme on l'a vu dans l'affaire Etouras, où une plateforme envoyait des messages à des usagers, et les usagers, selon leur réaction, étaient considérés membres de la collusion ou pas membres de la collusion quand ils modifiaient leur prix sur le service. Le scénario, en vérité, métaphoriquement, si vous voulez, la collusion en droit européen, en droit français, tacite, elle est un petit peu la frontière, c'est la collusion entre Serena et Venus Williams, vous voyez, la collusion tacite algorithmique. Elles se connaissent depuis qu'elles sont petites, elles n'ont pas besoin de se parler pour savoir qui doit perdre, qui doit gagner. Elles se comprennent, et il n'y a aucune intervention humaine là-dedans, c'est leur jeu, on se comprend. Donc c'est très compliqué, et le droit européen et le droit français ne peuvent pas capter ceci. Il faut des contacts, il faut quelque chose de plus. Alors, si effectivement on a de la collusion tacite algorithmique, on n'est pas vraiment dans le contact, on n'est pas vraiment dans le processus, on est effectivement dans de la veille, dans de la surveillance, peut-être même dans de l'espionnage, mais ça ne remplit pas, dis donc, le seuil du contact ou du concours de volonté au sens du droit européen. Alors, il y a une affaire qui a été traitée par la Commission européenne qui va assez loin, qui pousse un petit peu plus peut-être le curseur. C'est une affaire dans le transport maritime de 2016 qui a été traitée par voie d'engagement et où, en l'espèce, si vous voulez, les opérateurs, donc on n'est pas du tout dans un oligopole, il y avait beaucoup de monde sur ce marché, et où les opérateurs postaient à l'avance des annonces de prix anticipés qui n'étaient pas des prix effectifs, et essayer de tester la réaction des opérateurs concurrents. Et donc il y a les termes dans la décision, tester, l'objectif c'était de tester, d'examiner s'il y avait un taux de réponse et de soutien suffisant sur des annonces anticipées qui ne sont pas les prix, et à partir de là dégager, je cite la décision, enfin elle est en anglais mais en français ça donnerait un climat de certitude mutuelle. Voilà. Alors difficile de savoir si cette décision, puisque c'est une décision article 9, qui ne constate pas d'infraction, donne des marges de manœuvre contre la collusion tacite algorithmique. Faut-il y lire, comme dans l'affaire peut-être Rambus, comme on le dit parfois, un refus, disons, du service juridique de pousser une théorie peut-être un petit peu trop exotique d'atteinte à la concurrence? Question ouverte, mais en tout cas, on voit que la politique européenne sait s'adapter et pousser un petit peu les marges quand elle voit des choses qui peuvent poser problème. Le deuxième obstacle sur l'application de l'article 100, il tient à une vieille jurisprudence que vous connaissez tous, c'est la jurisprudence patte de bois. La jurisprudence patte de bois, elle dit une chose extrêmement simple, extrêmement limpide, elle dit, voilà, la collusion tacite oligopolistique n'est pas directement une infraction à l'article 101. C'est pas possible. C'est une vieille affaire qui a été abondamment commentée, et cette affaire, elle repose essentiellement sur trois considérations. Disons, l'extinction, éteindre l'article 101 en matière de collusion tacite, repose sur trois raisons. La première, c'est un problème de preuve. À l'époque, on estimait que c'était trop compliqué de regarder les mouvements parallèles sur le marché et de dire de manière sûre et causale que c'était de la collusion tacite. Bon. Ce problème, on l'a peut-être, dans une certaine mesure, un petit peu surmonté avec justement le big data qui permet de faire de l'analyse de corrélation, mais très puissante et très fine. Donc, si on sort ce problème, les deux autres, disons, objections à l'application de l'article 101, la deuxième, c'est une objection qui tient en remède. Il n'y a rien à interdire. Il n'y a pas d'accord à interdire. Ça s'est passé de manière très spontanée. L'autorité, même si elle constatait une interdiction, ne pourrait pas saisir un élément à interdire. La troisième raison, qui justifie l'extinction de l'article 101, c'est une raison un petit peu plus morale, qui consiste à dire qu'il est injuste de sanctionner, disons, des agents pour un comportement qu'ils subissent en vérité du fait des caractéristiques exogènes du marché. C'est transparent, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils sont obligés de faire comme ça, ils n'ont pas le choix. Alors, si on pense aux algorithmes, donc si on pense à cette règle patte de bois, mais dans un scénario algorithmique, ces deux dernières objections, elles sautent dans une certaine mesure. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à saisir, c'est l'algorithme,
ou en tout cas, il y a peut-être quelque chose à encadrer, à réguler, à voir comment l'algorithme travaille, c'est l'algorithme. Et il y a peut-être effectivement pas d'injustice à dire à une entreprise, vous procédez à une utilisation trop intense de vos algorithmes, il faut encadrer ça et limiter ça parce que ça débouche sur un résultat de marché qui n'est pas acceptable. Le président de la session m'avait dit que les slides c'était interdit, donc je suis venu avec mes images. Voilà, très low-tech, hein, comme vous le constatez. Il m'a dit hier que c'était une règle percée, ce qui m'a étonné de la part d'un économiste. Et je me suis dit que le service juridique avait beaucoup de poids ici, à Paris, comme sans doute à Bruxelles. Bref, parce qu'il n'y avait pas d'exemption et pas de gain d'efficacité. Donc, Kapleau, dans un bouquin assez remarquable, il y a quelques années, a proposé une approche économique de la collusion, tacite et explicite, en disant on doit s'intéresser à la collusion au sens du résultat, pas du processus. Il faut arrêter de chercher des éléments de processus pour interdire la collusion. Ça pose plein de problèmes, ça pose plein de paradoxes. Il faut examiner la collusion comme un résultat. Et donc, on pourrait envisager avec le droit européen, parce que le droit européen, effectivement, la jurisprudence dit beaucoup de choses, parfois trop de choses, et parfois elle dit tellement de choses qu'elle n'est pas toujours appliquée par la Commission, qui a le choix de fixer sa politique. Mais on a une vieille doctrine en droit de la concurrence qui s'appelle l'abus de position dominante collective, et qui définit la position dominante collective effectivement comme un état, un résultat de collusion tacite. Okay, et donc ça, c'est l'affaire Compagnie maritime belge, et vous pouvez poursuivre avec d'autres arrêts plus récents, dans les affaires Laurent Piot, l'affaire EFIM, l'affaire France contre Commission dans le contrôle des concentrations, facteurs de corrélation, bon, unité économique, etc. Alors est-ce qu'on veut appliquer l'article 102 à des situations de collusion tacite algorithmique? On a un nouveau problème ici. Il faudrait définir ce qu'est l'abus, hein, parce que la position dominante, on est tous au fait de la règle qui consiste à dire que la position dominante n'est pas illégale, donc l'état de collusion tacite en lui-même n'est pas illégal. Qu'est-ce qu'on peut saisir? Bon, j'ai une petite idée, et j'ai écrit ça dans un article il y a 2 ans que personne n'a lu. L'idée, ce serait de saisir la collusion tacite dans son processus dynamique. C'est-à-dire, toute collusion tacite, elle est à un moment ou à un autre, et là je me tourne vers l'économiste, challenger, c'est pas bien de parler, de faire des anglicismes dans une audience francophone à Paris, je le sais, elle est déstabilisée par des forces exogènes. Par exemple, c'est une taxe que le gouvernement impose, et là il faut se poser la question de savoir comment elle va être répercutée. Eh bien, quand un choc exogène vient déstabiliser une collusion tacite, et faire retomber, disons, l'oligopole dans son état concurrentiel, il est possible que les opérateurs utilisent des mesures pour contourner, pour échapper, disons, au blast concurrentiel que crée ce choc exogène. Par exemple, en reprogrammant les algorithmes, ou via une intervention humaine qui considère, bon, bah, on va aller se retrouver pour discuter de comment on répercute la taxe. Alors ici, il y a peut-être des marges de manœuvre avec cette théorie de l'abus de position dominante collective. Ok, un mot sur la discrimination tarifaire. Ok, un mot. Donc, comme l'a bien dit le professeur Julien, on peut envisager de la discrimination parfaite tarifaire. La base juridique en droit européen, c'est l'article 102. L'article 102C ne permet de rien faire parce qu'il envisage des relations de concurrence. Or, ici, on parle de relations entre des consommateurs qui ne sont pas concurrents. L'article 102A, qui porte sur les abus d'exploitation, permet peut-être d'aller chercher la discrimination exploitante des consommateurs. Luc Peppercorn, un fonctionnaire de la DG Concurrence, avait écrit un très bon papier là-dessus en 2009, sans proposer de le faire, mais en disant que théoriquement c'était envisageable. Et ça me permet de sortir mon 2e livre, qui est un vieux livre que tout le monde a oublié, de René Joliet, qui était professeur à l'Université de Liège, juge à la Cour de justice, et qui a écrit plusieurs bouquins en anglais pour expliquer que le champ, disons, originel de l'article 102, c'est précisément de lutter contre les pratiques d'exploitation et pas contre les pratiques d'exclusion qui sont couvertes par le Sherman Act. Bon. Donc le droit de la concurrence, il a, disons, dans son ADN, l'idée d'aller capter les pratiques d'exploitation. Ce ne serait donc pas particulièrement original de le faire. Après, la question, c'est une question de coût politique. Une autorité de concurrence qui produit des affaires d'exploitation et qui fait de ceci sa nouvelle doctrine, elle s'expose à mon avis, beaucoup de risques de rent-seeking, comme on le dit. Pourquoi ? Parce que ça crée des questions d'arbitrage entre des catégories, des segments de consommateurs et de population, qui sont des questions de distribution et d'équité que les autorités de concurrence qui clament haut et fort, et c'est méritoire et salutaire,
leur indépendance, peuvent vouloir éviter de trancher. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces deux interventions qui donnent des raisons d'être optimistes, puisque les risques ne sont pas si avérés et les outils, des possibilités d'outils, potentiellement, elles existent. Il faut les explorer. Pour cela, il faudrait que le risque peut-être se vérifie et on verra à ce moment-là si ça tient ou pas. Mais en tout cas, il y a des raisons d'être optimiste. Alors peut-être qu'on rate quelque chose avec une analyse éco-juridique. Je me tourne vers le sociologue pour les points qu'il souhaite peut-être ajouter. Quels sont les facteurs qui échappent à l'analyse ? Alors, le sociologue est vraiment très heureux d'être à cette table ronde, mais il doit avouer son incompétence sur les algorithmes de pricing et en économie. Mais plutôt, voilà, mon sujet, c'est plutôt le fonctionnement des techniques algorithmiques et aussi les données plus sur le marketing. Alors, du coup, je vais faire des remarques très décousues et très rapides. Mais peut-être la première serait de dire que dans ces débats, moi je trouve qu'il faut faire très attention à chaque fois, ça a été fait de temps en temps, spécifier et données et algorithmes, parce qu'en fait, on parle de choses qui n'ont rien à voir, en fait. Et donc, on a tout d'un coup, sous le terme algorithme, on met des choses qui sont très différentes. Et donc, moi, ma réaction de commentaire et de retour, là, parce que c'est passionnant ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, cette chose qui est très présente, j'y reviendrai, chez les utilisateurs qui, en nous personnalisant, fait du dynamic pricing, finalement ne se fait pas. Mais du coup, la question, c'est de savoir pourquoi tous les gens pensent que ça se fait. Et qu'une partie des enjeux qui sont posés sur la fixation algorithmique des prix n'ont pas grand-chose à voir avec l'enjeu de la personnalisation qui est en cours, soit dans les services, recommandations musicales, on l'a vu tout à l'heure, soit dans le marketing et la publicité. Alors moi, je voudrais insister là-dessus parce qu'il me semble que c'est au cœur des transformations qui se jouent actuellement dans les sciences et les techniques et dans la fabrication de ces algorithmes, et qu'on appelle la personnalisation, mais dont on a bien vu, parce que je pense que c'était utile de rappeler que personnalisation et segmentation, c'est pas du tout la même chose. Et que c'est là qu'il me semble qu'il y a une transformation majeure qui se dit plus comme une promesse. Alors parfois cette promesse devient une sorte de discours triomphal, vous allez voir, l'IA va tout sauver, mais la réalité c'est que ce n'est qu'une promesse, et il faudrait aussi dire un petit peu que ça ne marche pas si bien que ça, mais qui est de dire la personnalisation change et la manière de calculer et les données sur lesquelles on produit le calcul. Alors on voit bien pour les prix que les catalogues ont augmenté considérablement et que ça permet du côté des items, diraient les gens, des algorithmes, d'assembler toute une série de données absolument nouvelles sur les produits et les relations prix qui vont être vendus. Mais une grande partie du travail de l'algorithme sur les plateformes va être de faire un appariement le meilleur possible entre ce catalogue énorme qui a été aspiré par le service et chez ses concurrents et les comportements des utilisateurs. Et alors c'est là qu'il y a quelque chose qui passionne le sociologue, c'est que finalement, nos définitions, que les démographes, les sociologues et les gens du marketing avaient des individus, des consommateurs, des citoyens, de les mettre dans des catégories, de leur fixer des étiquettes relativement stables sur leur identité et durables dans des fichiers de Customer Relationship Management, mais aussi enfin, de tous les fichiers du sociologue, du démographe, etc., deviennent de plus en plus des étiquettes qui sont contestées par la nouvelle promesse algorithmique qui est de dire on n'a finalement pas besoin d'avoir ces formes assez segmentées d'une définition du marché dans lequel on a mis durablement les personnes dans des catégories sexe, âge, ville, profession, goût, etc. On doit attraper leur comportement. Et la grande transformation, ça a été dit dans la première table ronde, c'est d'essayer d'avoir des données d'activité des personnes le plus implicite possible, parce que si c'est si c'est explicite, ça commence à devenir mauvais, ça nous a été dit ce matin. Si les gens le déclarent, c'est que c'est pas vrai. Non, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'ils font réellement. Localisation, traces de navigation, durée du sommeil, vitesse de lecture sur la liseuse des ouvrages. Donc c'est vraiment d'entrer dans le comportement des gens avec cette idée que le nouvel appariement efficace serait l'appariement entre une trace comportementale et en fait un contexte d'activité. Il est là, il s'est bien réveillé ce matin, il a beaucoup bougé, il a envie de ça. Il n'a pas envie de ça durablement tout le temps, c'est pas son identité fixe, c'est l'exemple du costume. Mais à ce moment-là, c'est ça qu'il a envie et que c'est cette information-là sur l'utilisateur qu'on devrait apparier avec le bon produit et le bon prix au bon moment. Alors, je décris ça comme étant la nouvelle promesse de cette affaire. Je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne et surtout, elle s'appuie sur des techniques statistiques d'apprentissage automatique qu'on va appeler, ce n'est qu'une partie des techniques d'apprentissage, deep learning pour certaines d'entre elles, qui n'ont rien à voir avec des algorithmes à règles. Or,
tous les algorithmes dont on parle pour la fixation des prix sont des algorithmes à règles. Et donc, ce n'est pas la même famille, ce n'est pas les mêmes gens qui les font, c'est une tradition absolument différente. Donc, mettre sous le terme algorithme des choses qui sont à règles et des choses qui sont en fait fondamentalement statistiques, qui sont la promesse Big Data. La promesse des nouveaux algorithmes statistiques, c'est de dire on ne sait pas très bien comment on va régler les coefficients des réseaux de neurones, on va leur donner un objectif, mais l'objectif, ce n'est pas un ensemble de règles de décision pour éviter que les prix soient bien cadrés dans un volume particulier pour un segment. C'est juste de dire il faut que les gens passent le plus de temps sur Facebook, à scroller. Et puis on va régler tous les autres paramètres en fonction de cet objectif qui a été donné au système. Or, moi, il me semble que du débat qu'on a eu, ça dégage très fortement une différence entre ce qui se passe sur la dynamique de fixation des prix, où on reste dans un monde, j'allais dire, mais je donne mon avis personnel, un monde très raisonnable, où on veut comprendre ce qui se passe, parce qu'on sait que la relation avec le client, si elle est dans un algorithme statistique qui est très oscillant et qui donne parfois des faux positifs et des faux négatifs extrêmement improbables. Bon, c'est pas très grave pour la publicité, mais en revanche, c'est beaucoup plus grave pour les prix. Et donc, on reste quand même dans un monde qui reste dans ce cadre-là, du point de vue des familles algorithmiques. Alors, ça change beaucoup de choses. Moi, je voudrais juste souligner d'abord une petite chose sur... c'est quand même frappant d'entendre, parce que moi, on me l'a dit beaucoup, et puis les enquêtes que j'ai pu lire sur la question, c'est que finalement, comme sociologue, quand on interviewe les gens, parmi les premiers exemples qu'ils vont nous citer, c'est cette affaire des billets d'avion. Donc, comment ça se fait alors qu'il y a plein de techniques qui sont en train de les filtrer, d'aspirer leurs données personnelles, de faire des calculs, pourquoi ils nous citent toujours cet exemple? C'est-à-dire, je pense que les compagnies aériennes ont un problème de communication sur cette question, mais c'est quand même frappant parce qu'on sait que les études ont du mal à vérifier ces effets de dynamic pricing qui seraient un effet de dynamic pricing qui ne soit pas du yield management, mais qui prennent justement l'association du prix à un contexte de comportement de l'utilisateur dans ce système-là, ce qui me fait rebondir sur le fait que ce qui est aussi frappant dans les enquêtes auprès des utilisateurs sur la protection de la vie personnelle et sur la donnée, et là je parle du marché publicitaire, c'est que trop de personnalisation dérange considérablement l'expérience utilisateur. On a plein de retours sur l'idée de finalement, alors on voit bien cette tension entre ce rêve, on pourrait dire, centenaire du marketing, qui est de dire la bonne publicité, c'est de la bonne information qui arrive pile au bon moment sur la bonne personne. On nous répète ça depuis un siècle, depuis que le numérique existe. On nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est exactement ce qu'on va proposer à l'utilisateur, faute de quoi on a un marché publicitaire qui est tellement dégradé et pourri, si je peux me permettre, que la moitié des jeunes utilisateurs français sont sous adblock pour s'en défaire. Donc, cette promesse constante de dire on va vous amener la bonne information au bon moment, etc., me semble-t-il, dans tous les retours utilisateurs, ne rencontre pas cette expérience si précise et si juste de l'association entre les comportements et le message apporté, et les taux de clics sont en réalité extrêmement bas sur ces questions, mais on a une méfiance encore plus forte dans les retours utilisateurs sur le fait qu'il m'a compris, il me met ça parce que j'ai fait ça, ou il se souvient que j'ai fait ça. Et dans ces cas-là, je pense je dis ça sans avoir plus enquêté que ça, mais il y a beaucoup de rapports, notamment l'enquête de James Turow sur la question, qu'il y a une crainte spécifique sur cette affaire de personnalisation. Alors je peux finir en disant, il y a d'autres choses qu'on avait évoquées que je souhaitais dire, c'est que ce qui est assez frappant dans les nouvelles techniques plus statistiques, c'est quand même que ça produit de meilleurs résultats que random, comme on dit dans le milieu, mais ça produit quand même pas des résultats aussi considérables que ça. Et je pense, moi je le dis en vieil habitué des technologies et puis de cette promesse de la technologie de toujours avancer comme ça, notamment sur l'intelligence artificielle, qui en est à son 3e printemps, mais ça veut dire qu'elle a connu 2 hivers, de nous annoncer des choses extrêmement formidables, alors qu'on sait très bien, ça a été assez bien dit par la personne de Deezer, qu'on ne prédit rien, on regarde juste le passé pour juste faire la bonne optimisation du matching pertinent dans un contexte très court-termiste sur les évolutions de 10 personnes. Et qu'on nous a aussi dit tout à l'heure que ce n'était pas grave parce qu'il y avait la donnée partout, qu'elle était absolument ouverte et que donc elle était disponible au calcul de tous les acteurs possibles et imaginables. Bon, tous ceux qui ont un peu ouvert un fichier savent que la donnée, c'est sale, et que les données numériques, c'est particulièrement sale. Et que, du coup, arriver à poser un algorithme qui fasse un bon calcul,
quand on n'est pas dans des systèmes justement à règles où on a des filtrages forts sur les variables, c'est produire des résultats intéressants, hein, je ne cherche pas à dire, mais qui sont quand même d'un assez grand peu de précision, et que la réalité est très difficile pour ceux qui les fabriquent, et que la promesse est sans doute exagérée sur cet aspect-là, et que du coup, on est dans un jeu très compliqué entre ceux qui ont les bonnes données et ceux qui n'ont pas les bonnes données. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de données. Enfin, il vaut mieux avoir beaucoup de données pour faire les bons mécanismes d'apprentissage, mais que la nouvelle réalité qui s'installe, me semble-t-il, est une réalité qui associe très très fortement la description par des variables d'items, qu'on va appeler des produits avec des prix et des qualités multiples et variées, et une trace propre, correcte, transmettant un bon signal sur le comportement des personnes. Et que c'est là que l'économie des plateformes et la position extrêmement forte qu'elle occupe sur les marchés a un avantage concurrentiel absolument décisif sur tous ceux qui peuvent piocher dans des données ouvertes partout, parce que c'est bien l'articulation temporelle, en fait, on oublie tout le temps de dire que c'est des services qui jouent sur le temps, c'est l'articulation temporelle entre un comportement et la reconfiguration d'une offre vers l'utilisateur qui devient assez décisif dans les nouveaux systèmes de capture des données. Et là, moi, il me semble qu'évidemment, il y a un enjeu concurrentiel majeur parce que tous les acteurs n'ont pas à disposition ces bons données et ces bons signaux sur les utilisateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup à nos 5 intervenants pour la clarté et la concision de leurs interventions. Nous étions en retard, nous n'avons pas pris plus. Je me tourne vers le service communication qui a le pouvoir ici, ce n'est pas le service juridique. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour une ou deux questions ? Une ou deux, oui. Une ou deux. Attention, les places sont chères. Emmanuel Tricot, avocat. Je vais m'éloigner de la question de la personnalisation des prix pour m'interroger sur le rôle de l'algorithme et la raison pour laquelle une entreprise sur Internet utilise un algorithme. Elle utilise un algorithme pour ajuster ses prix, et je dirais globalement pour ajuster ses prix et maximiser sa marge. Si plusieurs entreprises concurrentes utilisent un algorithme qui, par principe, est une solution parfaite, du moins dont on recherche à maximiser la perfection, alors l'addition d'algorithmes qui chacun recherche à la fois à identifier le comportement des concurrents et en même temps à maximiser la marge de l'entreprise globalement pour tous ses clients, est-ce que par principe l'algorithme n'entraîne pas un effet de collusion, d'alignement de prix et de maximisation des marges au profit des opérateurs? Peut-être une réponse de Bruno Julien. Non. Non, mais, tous les services marketing font ça, tous les dirigeants d'entreprise font ça, ils essaient d'anticiper ce que font leurs concurrents et de maximiser leur marge et leur volume aussi. Et ça n'empêche pas la concurrence de jouer. La force de la concurrence, dans les bonnes conditions, elle est très très forte. Je vous invite à venir faire des jeux de marché qu'on fait à nos étudiants. Vous verrez comment même des gens qui se connaissent n'arrivent pas à y échapper. C'est pas que ça marche toujours, mais il n'y a pas de raison je dirais, il n'y a pas de raison a priori de penser que les algorithmes vont arriver plus souvent à se coordonner. Le problème, c'est que ça demande alors ça a été dit, un point. Pour faire de la collusion, la façon dont ça se passe, c'est que les gens anticipent le futur. C'est-à-dire que les entreprises, les managers, ils ont des très bonnes capacités à prévoir le futur. Tout le monde peut comprendre que c'est assez simple dans une industrie de comprendre que s'il y en a un qui baisse son prix, tout le monde va réagir négativement. L'algorithme ne prévoit pas le futur. Il va falloir qu'il apprenne du passé. Et ça va être plus compliqué. Il se peut qu'il y ait des histoires qui génèrent de la collusion, mais la plupart des histoires vont générer de la concurrence, parce que la force de la concurrence est assez forte. Et maximiser ses profits ou ses marges, ça amène la concurrence, en fait. Merci. Une dernière question. Thierry Dahan. Oui, c'est une question qui s'adresse à l'économiste. À défaut d'aboutir à une collusion, est-ce que le fonctionnement des algorithmes pourrait arriver à des équilibres sous-optimaux pour les consommateurs dans une situation de type paradoxe du marchand de glace où les gens, à force de s'adapter, finissent par arriver à un équilibre qui est mauvais pour tout le monde?
Ah. C'est toujours pareil. Bon, en économie, il y a plein de sources d'inefficacité. Et dans ce cas-là, il faut que les prix soient fixes. Si les prix sont variables, on n'a plus de paradoxe. Donc là, les algorithmes ajustent les prix, donc il y a peu de chances qu'ils rentrent dans ce... À moins que vous ayez des algorithmes qui maximisent les volumes, là, vous avez un problème. Si vous avez des algorithmes qui se contentent de maximiser les volumes. Donc ça dépend des algorithmes. Mais je ne vois pas pourquoi ça serait... À la fin, l'objectif de l'algorithme, il est déterminé par celui qui programme. Donc la question, c'est comment est-ce que les gens vont programmer des objectifs dans les algorithmes. Mais ça, c'est pas lié à l'algorithme lui-même, c'est quel est l'objectif qui est assigné par l'entreprise. Est-ce qu'il y a des très courts termes, est-ce qu'il y a des longs termes, c'est ce genre de choses. Ce qui déjoue, je pense, souvent en pratique la collusion, c'est aussi la situation différente des concurrents. Si demain j'ai un vol Paris-New York qui est à moitié vide, j'aurais pas la même volonté de faire des prix que mon concurrent qui a son vol peut-être complètement plein. Donc même si sur le principe on aura envie peut-être de tirer les prix vers le haut, voilà, il y aura, dans un environnement où il y a énormément de concurrence, il y aura toujours quelqu'un qui a plus besoin de vendre qu'un autre et du coup qui a plus besoin de baisser ses prix. Voilà, alors il y a une dernière question, car la présidente est au-dessus encore du service communication, donc elle a le droit à une question ultime. Et en plus, c'est pas tellement une question, c'était un commentaire sur un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais qui a été évoqué. On a évoqué la différence des algorithmes, mais aussi ce qui est intéressant de souligner, c'est la différence entre des processus définis par l'homme à un moment donné, donc l'algorithme qui est écrit comme l'algorithme APB dont on a beaucoup parlé récemment, et puis des processus comme le deep learning dont on a pu entendre récemment qu'il se développait de façon autonome sans finalement contrôle humain, et donc on ne saurait pas quelle était sa destination, son cheminement et par définition où il allait aboutir. Et juste pour indiquer que lorsque nous avons parlé de ces sujets avec divers spécialistes, certains nous ont dit aujourd'hui on n'a pas encore de processus aussi indéterminé dont l'entreprise finalement pourrait dire je ne maîtrise absolument pas où elle va, ce qui poserait la question de sa responsabilité juridique au regard des conséquences de ce type de traitement. Alors, à moins qu'il y ait une dernière question, on va enchaîner sur la dernière table ronde. Donc, je regarde la salle pour ne pas avoir privé la dernière question. Merci à tous nos intervenants. Bonne lecture.